compris que les dirigeants allemands, pour être clair, pour expliquer, beaucoup de dirigeants allemands se sentent encore coupables de la Shoah, de l'horreur du génocide. Et donc ça nous paraît parfois étonnant comment on voit des collègues députés qui ont 35 ans et qui ont les larmes aux yeux, allemands qui disent nous sommes responsables de la Shoah, donc on ne veut pas critiquer Israël. Et nous on leur dit mais tu n'y es pour rien, si ton grand-père était nazi, tu n'y es pour rien, et ce n'est pas une raison aujourd'hui pour laisser tuer des milliers d'innocents en Palestine. Mais donc on voit qu'il y a 3 mois ou 2 mois, l'Europe était tétanisée parce qu'on avait l'horreur du 7 octobre et parce que les dirigeants allemands étaient encore tétanisés, mais qu'y compris cette semaine, la ministre allemande, Annalena Baerbock, a redit qu'il fallait avancer vers la solution à 2 États. Elle a dit très clairement la solution à 2 États est la seule solution. Est-ce qu'il faut une Shoah palestinienne pour que nos amis allemands comprennent qu'il faut cesser le feu, cesser les bombardements aujourd'hui à Gaza? Alors, le paradoxe avec la situation des Allemands, c'est que quand vous lisez la presse, vous avez la presse américaine notamment, qui dit les Allemands finalement ils sont toujours du côté de la solution du génocide. Et alors j'ai des amis. Pardon, excusez-moi, c'est quand même. C'est ce que dit la presse. Non. Pas toute la presse, pardon. Non, pas toute la presse, non, bien entendu. Mais c'est ce que disent les gens. C'est comme on appelle Genocide Joe pour Biden. De nouveau, je ne partage pas ce point de vue. Pardon, Joe Biden vient de redire qu'il voulait une solution à 2 États. Je ne dis pas que je partage 100% de ce qu'a fait les États-Unis depuis 3 mois, mais dire que les Allemands sont pour la solution de génocide. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que la presse le disait. Je parle de la situation des Allemands par rapport. C'est pas mon opinion. Il ne faut pas tout mélanger. C'est ce que dit la presse. Et c'est pour ça que l'Allemagne est un peu dans un paradoxe dans ces choses-là. L'Allemagne est un peu dans un paradoxe dans ces choses-là. Et moi, je connais des Allemands, j'ai des contacts réguliers avec les Allemands et je ne sais qu'ils ne sont pas comme ça. Donc, on est bien d'accord là-dessus. Je sais que vous êtes germanophone, corrigez-moi. Je parle allemand parce que je suis suisse, mais ça s'arrête là. Mais non, il faut mettre les choses. Parce que je veux dire par là, c'est que les Allemands, ce que je veux dire par là, c'est que la réflexion des Allemands n'est pas gagnante. Parce qu'ils sont dans une situation où de toute façon, on leur dira exactement ce qu'on leur dit maintenant, vous êtes du côté de ceux qui sont génocidaires. Alors, je ne pense pas que les Allemands soient comme ça. Mais c'est comme ça que ça va être interprété. Et donc, l'idée de se protéger derrière le fait qu'on a été responsable de la Shoah pour ensuite protéger ça, non. C'est la mauvaise approche. Et ce que vous avez dit est une mauvaise approche. La bonne approche, c'est de dire, on a l'expérience de la Shoah, maintenant c'est fini. Et on va arrêter tous les génocides. Et on va contribuer à arrêter tous les génocides. Et c'est ça qu'il faut. Et c'est exactement ce que ne dit pas la presse. Et c'est pour ça que je viens là-dessus. C'est pas parce que c'est pas mon opinion. C'est l'opinion, c'est ce que dit la presse. Et la réaction, exactement d'ailleurs comme les Israéliens, ils ont un devoir d'exemplarité parce qu'ils ont subi. Et c'est exactement ce qu'on ne voit pas. Il faut tirer les leçons du passé. Les leçons du passé, c'est pas tu as fait un génocide dit, donc maintenant j'ai le droit d'en faire un ici. Les leçons du passé, c'est on a vu ce que c'était, on a vu le drame que c'était, donc stop. Et c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour les Allemands, c'est valable pour les Israéliens, c'est valable pour les Américains, c'est valable pour tout le monde. Donc c'est ça le message. Était le point central d'un débat historique qui s'est tenu ici au Parlement européen le 21 novembre 2023. Cependant, jeudi dernier, le Parlement européen a suscité la déception en adoptant une résolution qui, loin de répondre à la demande initiale de la gauche et du centre en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza, a été vidée de son sens par l'ajout de 2 préalables via un amendement proposé par le Parti populaire européen. Hier, lundi, Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a présenté un plan de paix en 10 points lors du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Parallèlement, Washington mène des discussions secrètes avec des pays arabes en vue de l'établissement d'un État palestinien indépendant en échange de la normalisation des relations avec Israël. Cette démarche rappelle fortement l'initiative arabe connue sous le nom de la terre contre la paix. Aujourd'hui, pour apporter une perspective, peut-être à M. Adel Attiyeh, M. l'ambassadeur, une réaction de votre part par rapport à la résolution qui a été adoptée ici au Parlement européen. Écoutez, je pense que c'est pour moi en tant que Palestinien, c'est la déception parce que ce Parlement qui représente la volonté du peuple européen, sa première priorité doit de sauver des vies palestiniennes, alors sachant qu'Israël est en train de commettre un véritable massacre à Gaza, après 25 000 morts aujourd'hui, donc on parle encore de 10 000 disparus, donc nous sommes à peu près à 35 000 morts palestiniens. Je pense que c'était extrêmement choquant pour moi de voir que le Parlement a raté l'opportunité d'appeler un cessez-le-feu total pour sauver des vies, des enfants, des femmes palestiniennes. Il faudra que le Parlement prenne ses responsabilités, revoir ses positions et avancer une véritable proposition, un véritable cessez-le-feu.
Monsieur Larouturou, votre groupe a été notamment à l'initiative de ce projet de résolution. Une réaction D'abord, je voudrais dire que pendant qu'on est tous tranquilles à Bruxelles, là, c'est juste l'horreur là-bas, l'horreur. C'est les familles des otages qui se demandent toutes les minutes est-ce qu'on va revoir vivant notre papa, notre maman, notre cousin, notre cousine. Et c'est ceux et celles qui sont morts à Gaza, qui vont jamais revoir leurs parents vivants. C'est ceux qui se demandent qui va être tué demain. Donc c'est vraiment l'horreur. Et l'Europe doit sortir les muscles. Ce que Elie Wiesel l'autre jour, Barnaby, pardon, l'Europe doit sortir les muscles parce qu'il faut absolument qu'on arrive à imposer la paix. Donc comme Monsieur l'ambassadeur, je trouve que la résolution qu'on a votée la semaine dernière n'est pas du tout au niveau, qu'il faut exiger un cessez-le-feu et qu'il faut y mettre la pression. En 2002, il y avait eu 60 morts dans l'opération qui avait été lancée en représailles à des attentats déjà à l'époque. Et le Parlement européen avait dit on ne peut pas continuer comme ça. Et pour mettre la pression sur le Premier ministre israélien de l'époque, le Parlement européen, dans sa majorité, avait voté pour une suspension de l'accord de partenariat. Vous savez qu'en 1995, avec Yitzhak Rabin, celui qui voulait la paix du côté israélien, on avait négocié un accord de partenariat entre Israël et l'Europe pour l'avantage des échanges économiques et sur la recherche et d'autres. Donc en 2002, ce Parlement avait dit pour mettre la pression, pour stopper l'horreur et pour les obliger à construire la paix, on demande la suspension de l'accord de partenariat, on demande un embargo sur les armes, on demande une force d'interposition pour avancer vers la solution à deux États. Et donc il y avait eu 60 morts en 2002, et c'est déjà énorme, 60 morts, mais tout le monde disait il faut mettre la pression pour obtenir la paix. Et aujourd'hui, il y a eu 25 000 morts, et c'est l'horreur. Et donc je trouve aujourd'hui que l'Europe n'est pas au niveau, mais on va continuer à se battre avec des amis d'autres groupes politiques pour pousser l'Europe à mettre la pression. Très bien. Monsieur Beau, avec le recul qui vous caractérise, une réaction par rapport à cette résolution? Eh bien, moi, je pense d'une manière ou d'une autre, mais ça vient peut-être aussi de mon caractère suisse. Je pense que nous n'avons pas à devenir des acteurs dans les conflits et que nous devons profiter de la distance à la fois géographique et probablement politique aussi qu'il y a pour prendre du recul par rapport à ces conflits et aider à trouver des solutions concrètes, mais pas à essayer de favoriser l'une ou l'autre partie. Notre objectif, ça doit être d'aider à sauver des vies, comme Monsieur l'ambassadeur l'a dit, et donc de faire cesser des opérations militaires, d'autant plus quand ces opérations militaires, et je suis bien placé pour le savoir, pour votre responsable. Et justement, M. Beau, cette résolution avait pour objectif de faire cesser, justement. Voilà, justement. Et moi qui ai travaillé qui était responsable de la protection des civils aux opérations de maintien de la paix aux Nations Unies, je peux dire que nous n'avons fait aucun effort pour faire arrêter des opérations qui violent à la fois les règles les plus élémentaires de la guerre, mais des lois de la guerre aussi. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que nous avons sans doute loupé une occasion de plus de prendre du recul par rapport à ce conflit et d'essayer d'offrir les cartes aux uns et aux autres pour résoudre le problème, si possible par la négociation et non plus par les armes. Une réaction, Madame Yenbou? Alors moi, j'étais très en colère suite à cet amendement du PPE, parce que d'une part, il est passé, ce qui a été dramatique. D'autre part, c'est encore une fois le PPE qui ne tient pas le compromis, parce que c'est un peu ça la base du Parlement. C'est qu'on a trouvé un compromis, on est même allé jusqu'à proposer quelque chose intermédiaire qui plaisait aussi à la gauche, mais aussi à certains à droite. Et finalement, volte-face, cet amendement qui passe à quelques voix, mais en tout cas qui passe, et grâce au PPE, à l'extrême droite, et puis aux délégations allemandes aussi, que l'on trouve un peu dans tous les groupes. Cependant, là, je suis un petit peu plus mitigée, c'est que maintenant, avec le recul, et comme vous dites, c'est qu'on ne peut pas balayer non plus cette résolution. Il y a des choses qui ont été mises dans cette résolution qui sont importantes. On a dénoncé l'entrave d'Israël vis-à-vis de l'aide humanitaire, ce qu'on ne faisait pas avant. On a parlé des destructions, on les a quantifiées, le nombre de morts. On a aussi appelé bien sûr à la libération des otages, évidemment. On a rappelé qu'Israël avait le droit de se défendre, mais dans le cadre des règles de la communauté internationale. On a aussi on a parlé des sanctions des colons en Cisjordanie. On a remis en cause la colonisation. On a parlé aussi de lutte contre l'antisémitisme, mais aussi de lutte contre l'anti-islamisme en Europe. L'islamophobie, c'est pas dit comme ça, mais c'est l'anti-islamisme. Mais aussi le racisme de manière générale qui monte. Donc c'est quand même des choses importantes, même si je partage, je suis restée complètement effarée devant ce premier amendement qui passe et qui fait tomber effectivement ce pourquoi on était venu écrire cette résolution, à savoir un cessez-le-feu immédiat pour plein de raisons. La libération des otages évidemment, mais surtout sauver des vies, faire entrer l'aide humanitaire et enfin envisager la solution que tout le monde prône aujourd'hui et qui est à mon avis la seule, une solution à deux États, frontière de 67, avec Jérusalem comme capitale partagée. Très bien. Moi je rappelle que ce n'est pas la première tentative. Et puis du Parlement européen ne sont pas contraignantes. Monsieur Adel Atiyeh, le 15 novembre 2023 de l'année dernière, c'est-à-dire il y a à peine 2 mois, une tentative d'une autre résolution similaire qui a été, mais elle a été rejetée. Est-ce que vous pensez que la troisième sera vraiment la bonne ici au Parlement? Alors encore une fois, je pense que c'est déjà une très grande déception. C'est une faillite, je veux vraiment mettre de mots très forts. C'est un échec sur le plan moral de cette maison qui représente la volonté du peuple européen de faillir à ses responsabilités et ne pas appelé à un cessez-le-feu immédiat. La première résolution a appelé à une trêve humanitaire. Alors là, on peut comprendre, on était au début de l'attaque israélienne contre Gaza. Il y avait des difficultés entre groupes politiques. Les Israéliens, la propagande israélienne était encore à son apogée. Donc les conditions n'étaient pas tout à fait mûres pour obtenir une résolution qui appelle à un cessez-le-feu. Mais encore une fois, madame, on était la semaine passée pratiquement 105 jours de bombardement de l'armée israélienne contre Gaza. Les bilans étaient sur le plan humain extrêmement lourds. Sur les victimes, le bombardement des infrastructures. Gaza est toujours sous embargo, pas d'eau, pas d'électricité.
pas de médicaments. Les rapports des organisations des Nations Unies parlent d'une véritable famine. En 2024, on parle de véritable famine. Les gens sont assoiffés, les hôpitaux sont visés, les écoles, les universités. Et face à ce désastre humanitaire, le Parlement, avec cet amendement qui est proposé par la droite, malheureusement, qui a tout saboté. C'est à l'honneur du Parlement. Nous sommes d'accord que cette résolution n'est pas contraignante. Nous sommes d'accord qu'Israël n'allait pas l'appliquer à la lettre. Nous sommes d'accord que même les États membres n'allaient pas appliquer cette résolution à la lettre. Mais c'est pour l'honneur de ce Parlement. Mais malgré ce désastre humanitaire, ce désastre humain, le Parlement rate sa mission. Ce qui était très